Bonjour ma sœur. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, alors je suis Chrissy Makoba, j'ai 23 ans, je suis artiste photographe et médiatrice scientifique et l'organisatrice de la JIFA, aujourd'hui où nous sommes, la Journée internationale de la femme africaine. L'organisatrice? C'est ça. Waouh, félicitations. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment la jeunesse justement, quelle réflexion, comment ça a commencé pour qu'on en arrive à cette magnifique journée? Alors en fait, ma maman elle est militante panafricaine, elle a un ami à elle qui connaissait cette journée et qui l'a trouvé très intéressante, c'était de faire un événement. Il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans après avoir le Covid, ma mère et des amis militantes à elle, elles avaient fait une manifestation au Trocadéro le 31 juillet pour parler de cette journée parce que cette journée n'est pas inscrite à l'UNESCO et c'est pas normal. Et du coup, à ce moment-là, il m'a demandé moi si je pouvais trouver un endroit et finalement je me suis dit que je me devais de l'organiser parce que je connaissais énormément d'artistes, je connaissais beaucoup de femmes qui étaient dans l'artisanat et que je pouvais confier tout ce monde-là et les mettre ensemble. C'est pour ça que j'ai contacté l'endroit dans lequel on est ici, qui est un accueil, ils accueillent des personnes en situation précaire pour qu'elles puissent dormir ici. Ils font des maraudes, il y a beaucoup d'expositions et je les ai contactés pour qu'on puisse faire cet événement en accès libre, gratuit, pour que tout le monde puisse venir découvrir les cultures du continent africain et la pluralité du continent. Je suis Mongolo Lassangi Minabantu Laskoni, chercheur pluridisciplinaire, enseignant globe-trotteur originaire du Congo. Très bien. Nous sommes ici à la Journée internationale de la femme africaine, initiative qui a été prise par une compatriote que j'ai vue naître et je suis très heureux que les choses se passent bien. À chaque fois qu'il y a un événement de ce genre, si je suis disponible, je viens donner un coup de main, ne fût-ce qu'en assistant au débat. On ne peut pas prendre la parole tous les jours. Écouter aussi, c'est très important. Tout à fait. Et je viens m'imprégner de l'expérience de la jeunesse africaine, celle de la diaspora, qui a beaucoup de choses à dire sur son expérience, sur ses traumas. Bonjour ma sœur. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, bonjour, en parlant plus fort. Je m'appelle Marilyn Vilzina et je suis infirmière puéricultrice. J'ai créé Naissance Parentale pour accompagner en fait les parents et les futurs parents dans le domaine de la périnatalité, c'est-à-dire autour de la naissance. Ma formation d'infirmière puéricultrice me permet en fait d'avoir un regard bien particulier sur la naissance et sur l'accompagnement parental. Être parent est une aventure et c'est pour ça que je me suis formée au massage bébé, au portage bébé, à l'allaitement et aussi à la santé environnementale, c'est-à-dire l'écologie pour accueillir l'enfant dans un environnement moins pollué et plus sain. Mon accompagnement se fait donc avant la grossesse, pendant et après la naissance. Alors moi je m'appelle Aminata, j'ai 31 ans
Et en fait, je suis la créatrice de la marque Bambourin, donc c'est une marque d'écharpe de portage à l'africaine pour porter les bébés au dos. Oui, moi je suis Méline Estivi, propriétaire de la marque Cessa, qui a pour la vision de Cessa, en fait, c'est de promouvoir l'épicerie africaine et de relever en fait le regard qu'on a en fait sur l'épicerie africaine en termes de packaging. D'accord. Montrer au monde en fait que nous aussi, nous les Africains, on sait valoriser nos produits. D'accord. Et qu'on n'a plus à attendre que les autres viennent d'ailleurs pour ressentir la valeur et montrer l'utilité de nos produits, que ce soit pour notre bien-être, que ce soit pour notre corps, que ce soit pour notre entourage et ressentir en fait les habitudes ancestrales qu'avec nos mamans de cuisiner avec des produits frais, des produits bio et pas forcément transformés. Waouh. Je m'appelle Luc Pinto Barreto, aussi connu sous le nom de Hannibal Lecter. Et il y a maintenant 3 ans, j'ai mis en place la librairie Dealer de livres sur le parvis de la gare de Saint-Denis. Un héritage d'une culture, on a des héritages d'une culture, parce que moi je suis originaire que d'un seul pays et j'ai déjà 12 ethnies, donc déjà rien que moi ça fait beaucoup. Donc si je veux transmettre tous ces héritages et toutes ces cultures-là à mon enfant, il faut déjà se poser la question, est-ce que moi toute seule, je dois le faire? Qui doit le faire? Est-ce que c'est ma grand-mère? Qui doit le faire? Est-ce que c'est mon père? Qui doit le faire? Mes oncles, mes tantes? Et aujourd'hui, on va en discuter. Donc j'aimerais savoir pour vous déjà, quoi transmettre? Si vous deviez transmettre quelque chose aujourd'hui de votre culture, parce qu'on n'a pas tous la même culture aujourd'hui, je tiens à le rappeler dans la journée internationale de la femme africaine, même si on le sait tous ici, c'est important quand même de le rappeler dans le débat, on n'a pas une culture africaine à transmettre, ça n'existe pas. Parce que moi, par exemple, qui suis du Congo-Brazzaville, déjà la culture du Congo-Brazzaville n'existe pas, puisqu'on a une centaine de langues et d'ethnies. Donc on a un bout de culture à partager, chacun. Je pense qu'il sera différent ici, parce que même s'il y a d'autres personnes qui viennent du Congo comme moi, je pense que nous ne sommes pas des mêmes ethnies, et donc on aura des choses à s'échanger. On a des points communs, bien évidemment, parce qu'on est sur le même continent. Forcément, si on est aux mêmes latitudes, on doit répondre parfois aux mêmes problématiques. S'il fait chaud, peut-être qu'on aura des points communs, mais on a aussi beaucoup de divergences. Et donc c'est pour ça que j'aimerais faire passer le micro, peut-être. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma petite fille? J'ai envie de garder tout le bon, transmettre tout le bon, et le moins bon, dans le jeter à la poubelle. Donc je pense qu'en tant que parent, il faut faire un tri. Il faut faire un tri. Il y a des belles choses dans notre culture. Je suis afro-descendante, donc afro-caribéenne aussi. Jamaïque, bon, comme tu l'as dit, on est un peu mélangé, j'appartiens un peu partout à la fois. Mais j'ai envie de transmettre à ma fille une identité forte, des valeurs fortes. J'ai envie qu'elle revienne aux sources, à ce qui est vraiment essentiel, pas le superflu comme on peut le voir aujourd'hui. J'ai envie vraiment qu'elle soit vraiment connectée à sa terre, connectée à toutes nos ressources, à nos valeurs et à tout ce qui fait d'elle, qui fera d'elle un être humain équilibré, raisonné. Voilà. Et donc, moi, pour ma part, c'est passé par le portage. Donc la première chose qu'elle va dire, c'est par exemple, bon, là c'est un très mauvais exemple, j'ai ramené la poussette. Mais d'habitude, je ne prends pas la poussette parce que pour moi, c'est une fierté de porter au dos. C'est ma fierté. Les gens m'arrêtent et me posent des questions. Et j'ai envie de dire aux jeunes femmes, aux jeunes papas aussi, le porte, parce que mon mari le porte aussi, le porte, que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est un savoir-être, c'est un savoir-être et c'est aussi un savoir-faire qu'on a qu'il faut transmettre à tout prix. Moi, j'ai appris de ma mère et j'ai envie que ça perdure. Donc c'est pareil pour le massage, c'est vrai aussi pour le postpartum, tout ce qui est le massage postpartum pour remettre les choses en place après la naissance d'un enfant. Bonjour à tous. Alors, sur la question de la transmission à nos enfants, comme vous voyez, je suis maman, j'ai mon dernier retour. Assise là-bas, c'est ma 4e, donc moi je suis un famille nombreuse, c'est ma 3e, vu que j'ai fait 6 enfants. Alors, au niveau de la transmission, c'est une vraie question, je trouve, quand on est
afro-descendante. Moi, je suis congolaise d'origine. Et alors, la transmission, c'est vraiment une grosse question. Mes parents sont venus du pays relativement jeunes ici. Bon, ils sont jeunes et ils sont venus relativement jeunes. Ma mère avait 19 ans, mon père avait 2-3 ans de plus, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Moi qui suis l'aînée, Ayaya, comme on dit chez nous, qu'est-ce qu'ils m'ont transmis? Franchement, au départ, il n'y avait rien. Mais vraiment, quand je dis rien, consciemment, moi, ils ne m'ont rien transmis. Ils m'ont donné beaucoup d'amour, tout l'amour qu'ils pouvaient me donner, à moi, à mes frères et sœurs. Et dans cet amour-là, il y avait aussi, bizarrement, la transmission de rien. Concernant si derrière ça, on développe un complexe, quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir une chose, et je pense que quand je dis ça, je représente beaucoup de monde, on a l'occasion d'en parler avec les sœurs et tout, c'est que les enfants un peu comme nous qui n'avaient pas forcément bien maîtrisé la langue, les rares moments où on avait envie de faire l'effort de parler, etc., on se prenait tellement de compliments, etc., que ça crée des complexes à un moment donné. Et moi, personnellement, ce qui a fait que, c'est peut-être comme ça que je suis devenue un peu panafricaine, comment j'ai appris que j'étais africaine? D'abord, c'est grâce à Bob Marley qui m'a dit t'es noire, putain, c'était noire, c'était africaine. Ah bon, super, mes parents ne m'ont jamais dit, pourtant c'est des Africains. Et puis, au final, je suis allée vers les autres communautés, les autres pays africains. Bon, notamment Sénégal, parce qu'on me disait toujours, ouais, toi t'es sénégalaise et tout. Je me disais, non, je suis pas sénégalaise, je suis zaïroise. Et chez les gens, je me disais, attends, c'est pas une zaïroise, hein. Oh, tu parles pas une galère et tout. Regarde-moi cette mondée et tout ça. Donc, j'ai eu à aller chercher en fait mon africanité ailleurs, là où au final, on me proposait de m'en donner une version, etc. Mais en réalité, c'est un gros mélange et tout. Mais finalement, c'est pas forcément ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants, parce qu'il y a une vraie racine. Un peu comme toi, mon père est congolais, ma mère est congolaise, donc en vérité, j'ai même pas de mélange. Mais voilà, la question c'est, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Et je parle vraiment au niveau de la langue, parce qu'il y a quelque chose pour leur transmettre. Je leur transmets pas la danse, moi je sais pas danser, je suis pas une danseuse. Je leur transmets pas la danse, je sais pas faire ça. Et j'aimerais leur transmettre la langue, et franchement, moi j'y arrive pas, parce qu'il y a jusqu'à présent ce blocage-là de la langue. Je sais pas si d'autres rencontrent à peu près la même problématique. Parce que tu nous as dit au début que tu trouvais que tes parents t'avaient rien transmis. Et en fait, peut-être que tu trouvais que tes parents t'avaient rien transmis parce que tu as une définition de la transmission occidentale. C'est-à-dire que transmettre, c'est pas être à l'école et avoir une leçon. Transmettre, c'est pas forcément ta mère qui va te dire assis-toi, aujourd'hui tu vas mettre le bébé au dos, je vais t'inscrire sur un carnet, 1, 2, 3, 4, première étape, tu retournes. Non, c'est pas forcément ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on va en parler là, avec les intervenants et les intervenants. Qu'est-ce que la transmission? C'est ça. Parce que si on a du mal à transmettre aussi, c'est aussi parce qu'on nous a appris que ce qu'on transmettait, c'était pas transmis. Et c'est pour ça que parfois, il y a des personnes en parentalité, leurs parents pensent leur avoir déjà transmis quelque chose. On a un brouillage aussi. Qu'est-ce que transmettre? Donc je te pose la question, qu'est-ce que transmettre? D'accord, c'est quelle origine le terme? Le terme, c'est d'origine Djaranké, de l'ethnie Djaranké. Djaranké. Voilà, ça ressemble au mandingue. D'accord. Au Bambara ou au Djoula, c'est des langues qui sont similaires. Mali, quoi. Mali, Sénégal, Guinée, okay. Mauritanie aussi, sûrement. Il y en a à voir aussi. Afrique de l'Ouest. D'accord. Ouais. Très bien. Et est-ce que pour raconter aux internautes comment l'idée vous est venue de créer cette marque et puis de présenter aussi vos créations? D'accord, alors en fait l'idée c'est parce que moi j'étais étudiante en Master 2 d'action humanitaire et à ce moment-là j'ai été enceinte de mon premier enfant et en fait je devais rendre mon mémoire de recherche. Et donc dans ce cadre-là j'avais besoin souvent d'utiliser l'ordinateur et mon fils était encore petit donc il avait besoin de proximité. Donc la seule solution que j'ai trouvée c'était de le mettre au dos. C'était beaucoup plus simple, il n'était pas devant donc moi je pouvais faire l'ordinateur et du coup il dormait, il était tranquille, il était content d'être proche de sa maman. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit que ça c'est très utile et en fait parfois même quand j'allais à Paris aussi je trouvais que c'était difficile avec la poussette et je me suis dit mais en fait le portage au dos c'est vraiment
le mieux en fait. C'est pour ça que je décide de créer. Aussi parce que ma mère, souvent quand elle voyait que je cuisinais, des fois je portais mon fils comme ça sur le côté. Et elle me disait, mais en fait, pourquoi tu le mets sur le côté? Elle disait, mais le au dos, ce sera plus facile, le au dos. Et donc du coup, finalement, j'ai pris aussi un peu plus l'habitude de le faire. Et elle m'a dit, mais on s'est dit toutes les deux ensemble, ce serait bien de commercialiser cette écharpe-là, parce que ça peut vraiment marcher, et c'est une bonne idée, ça peut être utile. Et comme ma mère est commerçante, et ben, du coup, on voulait faire ce projet ensemble. Malheureusement, elle est décédée avant qu'on fasse le projet ensemble. Mais moi, j'ai continué quand même, et je l'ai fait parce que ça me tenait à cœur, et donc je continue quand même, et voilà. C'est ça l'histoire. Donc, très bien. Et donc, parle-nous un peu plus de la structure que tu as montée. Comment l'idée t'est venue de la monter? Alors, l'idée de créer Naissance Parentale, comme le nom l'indique, c'est accompagner la naissance des parents. Donc, la naissance des parents. Eh oui. Si tu peux développer un peu plus, c'est un peu subtil. Hein. Eh bien, évidemment, quand la femme tombe enceinte, le couple, en fait, va se construire, va évoluer autrement jusqu'à l'arrivée de l'enfant. Et donc, quand l'enfant vient, il y a toute une construction nouvelle qui se fait. Il y a donc une nouvelle naissance de l'enfant et des parents. La maman se transforme parce qu'elle devient femme et mère, et le père se transforme car il devient futur père, homme et père en devenir, père incarné. Alors, il s'agit aujourd'hui de proposer un accompagnement sur mesure et optimal car chacun a son histoire. Souvent, on est né ici, en Afrique ou en Guadeloupe, et des fois, en fait, face à cette étape de vie, on a souvent certaines questions. Oui, il y a la sage-femme, oui, il y a le gynécologue obstétricien, oui, il y a le pédiatre, mais souvent, on a besoin de parler à quelqu'un qu'on connaît depuis le début, progressivement jusqu'à la fin en fait de mon accompagnement. C'est bien ça, c'est d'avoir en fait une professionnelle diplômée qui peut comprendre et entendre en fait les cultures parentales, c'est comme ça que je les appelle, pour pouvoir justement être dans un climat plus serein, moins stressant, moins d'anxiété et donc plus de bonheur. C'est déjà l'observation et l'imitation. Comme tu disais, on t'a jamais appris à porter un enfant de dos. Sauf que tu l'as vu. Donc finalement, c'était un apprentissage en fait, de manière indirecte. On t'a pas dit, mais attache, comment on le numéro 2. Mais à force de regarder, en fait, tu as su finalement, par la vision, la répétition, à avoir cet apprentissage et donc de le faire de manière naturelle. Et c'est bien ça, la transmission, c'est d'avoir l'imitation, l'observation et un contexte bien particulier. Et donc justement, par rapport à la transmission de la parentalité, il y a plein de choses dans la parentalité qui ne sont pas forcément transmises de manière directe, qui fait que souvent on est dans certaines difficultés. Par exemple pour l'allaitement, c'est naturel, mais souvent, même si c'est naturel, c'est un peu compliqué. Accoucher c'est naturel, mais il y a des sages-femmes et des gynécologues obstétriciens. Donc on voit bien qu'au-delà en fait, de l'aspect naturel, il y a toujours eu en fait, des rituels, des coutumes, des traditions, un aspect scientifique. Un aspect d'apprentissage direct ou indirect. Wow. Est-ce que tu peux mieux présenter ta marque, qu'est-ce qu'elle veut dire, en quel terme, etc., etc. Raconte un peu aux internautes qui seraient intéressés à savoir. Et tout. En fait, c'est simple, si vous voulez, c'est très simple. Moi, je suis d'origine du Cameroun, je viens de l'Ouest Cameroun. Et pour moi, la tradition, en fait, c'est très important. C'est pour ça que dans ma marque, j'aimerais transmettre ces cultures culinaires. Déjà par le nom de ma marque qui signifie piment en yemba. Qui est une langue de l'Ouest Cameroun, la région de Tchang. Et à travers ça, en fait, dans ce que ma marque propose, elle ne propose pas qu'un produit qui est bon à manger, mais elle ressort également les bienfaits et les pratiques ancestrales que nos parents faisaient, en fait, grâce à nos épices qu'on utilisait pour soigner les maux qu'on avait, pas forcément avoir besoin des médicaments occidentaux, mais chimiques, mais à base de ces épices-là, ma marque en fait elle transmet en fait cette valeur médicinale, de médecine traditionnelle qu'on retrouve à travers les épices. Donc ce que vend ma marque, ce que propose ma marque, c'est de retrouver en fait cette valeur-là qu'on a, le bien-être en fait, le bien-être ancestral à travers les épices. Dealer de livres. Alors comment t'es venue cette idée? Déjà, pourquoi ça s'appelle dealer? Je peux acheter des choses bizarres ici ou quoi? Alors, dealer de livres, c'est le nom de la librairie. Tu peux acheter de la drogue, c'est comment? On vend uniquement que des livres. Voilà, pour certains, ça peut être aussi une drogue, les livres. Ouais, c'est vrai. Comment ça m'est venu? C'est un long processus. Dealer de livres,
Ça a commencé, c'est né d'une certaine façon en 2015, d'abord sur les réseaux sociaux. C'est un nom que j'ai trouvé pour avoir une présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram un petit peu à l'époque et YouTube surtout. Et pourquoi ce nom? L'idée c'était de passer de quelque chose de négatif à quelque chose de positif. Très bien, waouh, c'est très, en termes de communication, c'est très fort. Ouais, jusqu'à maintenant, d'un stigmate, vous en avez fait presque un argument de com en fait. Bah jusqu'à maintenant, c'est une des choses, on peut dire entre guillemets, dont je suis le plus fier, c'est vraiment le nom parce que ça marque en fait, ça marque les gens. Moi, ça m'est venu comme ça en pleine nuit, mais ça marque les gens ils apprécient ou non, mais bon, de manière générale, ils apprécient plutôt. Et le côté un peu mettre quelque chose dont tout le monde a plus ou moins conscience, quelque chose de néfaste, ou en tout cas vu comme néfaste, et quelque chose de, au contraire, justement, l'opposition avec les livres, quelque chose qui est plutôt valorisé, valorisant. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que les gens retiennent et on est pour moi. Bah, grâce à eux, on a découvert un petit peu comment transmettre, parce que moi aussi, je suis maman, forcément, je me demande comment est-ce que je peux transmettre ma culture congolaise d'un côté, mais aussi une culture panafricaine à mon fils. Tout à fait. Et c'est avec des événements comme celui-ci, notamment, on avait aussi des ateliers pour enfants. Bon, là, il a fait un peu chaud, donc les gens ne les a pas forcément fait, mais les enfants étaient présents, étaient là avec leur maman. Il y avait de la nourriture fait par nos mamans aussi, on soutient nos mamans qui sont traiteurs, c'est très important parce que nos mamans elles sont traiteurs, elles savent faire de très belles choses et il faut soutenir et voilà. Donc alors effectivement dans les cultures africaines et afro-caribéennes, il y a le portage bébé, le massage bébé, attacher le ventre, on a les soupes, on a les tisanes, on a plein de choses, on a plein de rituels pour justement accompagner la parentalité. Faut-il que chacun de nous le sache ou l'ait appris? Et c'est bien ça. C'est que souvent, on pense savoir, mais on ne connaît pas. C'est-à-dire, on le sait, mais on ne l'a jamais pratiqué. Ou sinon, on ne s'autorise pas à pratiquer. Donc la question de naissance parentale, en tout cas mon accompagnement, c'est de se dire mais chez toi on ne fait pas ça en fait d'habitude, ou bien qu'est-ce qu'on fait chez toi? Et là ça s'illumine. Ah mais oui c'est vrai, en fait il y a ceci, il y a cela. Ah mais oui il y a ceci, il y a cela. Donc l'objectif c'est que je ne suis pas ethnologue, donc je ne peux pas savoir toutes les cultures du monde autour de la naissance, mais c'est plutôt en fait de proposer entre tradition et modernité un aspect optimal de la propre naissance de sa parentalité. Waouh, ok. Et justement, pour les internautes qui seraient intéressés justement par le projet, quels sont les besoins qu'ils peuvent avoir et que tu peux combler en fait? Si vous avez besoin de ça, venez contacter, je peux apporter ceci et parlez-leur. Alors par exemple, si il y a un projet de grossesse, un projet d'enfant, et qu'on se pose des questions sur l'écologie, les polluants, quels cosmétiques, des fois j'achète, je sais pas, j'achète des gâteaux, j'achète des fruits et légumes, on parle de logo, de bio, de pas bio, je voudrais acheter du mobilier pour mon enfant, mais il y a des choses que je comprends pas et je voudrais savoir comment faire un environnement sain, et ben on fait appel à moi, je fais des visites à domicile, la plupart du temps, parce que je pense que c'est le premier environnement de l'enfant, et on voit quels seraient les achats les plus pertinents, les plus conscients, qui respectent la santé environnementale. Par exemple, il y a la grossesse, on se pose des questions sur l'allaitement. Oui, l'allaitement, tout le monde allaite, etc. Mais pourtant, on se pose quand même des questions sur l'allaitement. Et donc, j'ai un diplôme universitaire en lactation humaine, allaitement maternel. Et je suis aussi enseignante pour les professionnels de santé, à savoir les auxiliaires de puériculture et les infirmières. Donc, avec ça, je peux répondre à toutes les questions en amont de l'accouchement, autour des questions de comment, en fait, on prépare l'arrivée d'un enfant. Le sommeil, le bain, comment ça se passe à la maternité concrètement, puisque j'ai travaillé en maternité, ensuite de couche, en salle de naissance, et donc je pourrais vous expliquer et vous décrire exactement ce qui pourrait se passer. Franchement, quand on va dire le mot doux à nos enfants, en tout cas dans certaines familles, on va le dire en français ou dans la langue espagnole, etc. Mais quand on veut, par exemple, réprimander son enfant, on a tendance à repasser à la langue maternelle. Et donc là, directement, il y a une autre manière pour l'enfant de percevoir la langue, parce que ce qu'on reçoit comme message de cette chose-là, c'est que il y a une certaine négativité qui est accrochée à la manière dont on communique avec nos langues maternelles. Je pense que c'est quelque chose aussi qui a changé,
il faut vraiment y réfléchir. Justement, ce point de la transmission-là, il est très très important. Et puis voilà, je laisse la parole à mon couteau. Ça marche. Alors, moi, du coup, j'ai plusieurs choses. Oui, je voudrais bien intervenir. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je voudrais quand même rebondir un peu sur la transmission, et c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de l'oralité, et ça va être important. Ce qu'on oublie, c'est que tous les peuples africains n'ont pas été colonisés de la même manière. Moi, personnellement, je suis d'origine congolaise, et c'est vrai que, comme je rejoins tout à l'heure Nono, on ne m'a pas forcément appris à parler lingala parce que c'est bien saillant pour nous autres de parler français, parce qu'il y a une histoire coloniale derrière. Il y a quand même beaucoup de traumatismes qui ont été vécus par nos parents, etc. C'est pas toujours par manque de volonté, mais parce qu'il y a un moment, on leur a dit c'est pas bien. Et quand on est bien éduqué, on parle français. Donc ma langue maternelle, c'est le français. Et c'est en venant en France que j'ai appris le lingala. Parce qu'il n'y avait plus les parents pour me dire, moi ma mère m'a dit c'est une langue de sauvage. Tu ne peux pas parler cette langue. Donc je la comprenais, je l'entendais parce que on ne veuille pas, quand on est enfant, on a cette capacité à capter. Hein, tout ce sujet, on pourrait parler mandarin et on comprend. Mais à aucun moment on a cet amour-là parce qu'on nous apprend à nous détester. Et ça, c'est un travail qui a été fait. Moi, je l'ai vu, donc venant d'une famille métissée, je sais que celles qui sont claires vont être un peu plus adulées. Même dans l'enfance, on va faire des comparaisons. Regarde, elle a ses traits, regarde, elle a ses cheveux, regarde ceci. Mais parce que derrière, nous, il faut savoir au Congo qu'il y a quand même une histoire qui est très profonde. Les autochtones qui étaient plutôt clairs, qui avaient des traits plutôt fins, avaient beaucoup de privilèges par rapport à ceux qui avaient des traits un peu plus économiques, entre parenthèses. Donc, quelque part, c'est en grandissant que j'ai compris que c'était les traumas que nos parents vivent et qui nous transmettent sans même savoir d'où ça vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que peuple africain, je pense véritablement qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit soigner et ça commence par l'image de soi. Et je vous rejoins tout à fait quand vous êtes en train de dire qu'il faut aussi avoir des exemples. Moi, j'ai décidé de porter mes cheveux parce que je veux que mes filles sachent que c'est comme ça qu'elles sont créées. Je veux que mes filles sachent que oui, il y a une beauté dans ça. Le cheveu crépus est tel qu'il est, et ben voilà, t'as pas les cheveux, t'as pas les cheveux, en fait. That's it. Mais tout ça, c'est parce qu'en grandissant, moi j'ai rencontré ma terre l'année dernière, donc il y a quasiment 30 ans. Je suis retournée dans le continent à cause de la Covid-19, hein, soit tu retournes chez toi, soit tu retournes chez toi. C'est là qu'on sait qu'on est africain, n'est-ce pas? Et donc c'est en retournant au Congo que j'ai compris que j'avais des racines. C'est là que j'ai vraiment rencontré mon africanité. Pour la première fois de ma vie, en fait. Parce que c'est là que j'ai compris d'où je venais, c'est là que j'ai vu les premières fois des danses traditionnelles du village. Et j'étais surprise parce que le Congo, c'est vraiment particulier, je vous assure. C'est les propres Congolais qui vivent au Congo, ils disent non, mais ça, ce sont des villageois. Je dis, mais toi, tu viens d'où? Voilà. Vous voyez, il y a quand même, en fonction des peuples, et ça, c'est important qu'on le sache, parce qu'on a tendance à généraliser qu'on n'a pas tous la même histoire. On n'est pas colonisé de la même manière, on n'a pas les mêmes coutumes. Il faut dire ce qui est, j'ai l'impression qu'il y en a, je ne peux pas dire qu'on a souffert plus que les autres ou pas, parce que ce serait injuste, chacun sa sensibilité, mais il y a véritablement beaucoup de blessures profondes sur lesquelles on ne parle pas, qui ne sont pas traitées, et pour le coup, on est en train de reproduire à chaque fois ça. Moi, on m'a dit aussi, je ne porterai pas d'enfant noir sur mon dos, il faut que tu sois carrément. Donc c'est pour vous dire qu'on va sur des choses où je me dis, mais à quel moment est-ce qu'on nous accompagne sur ce volet psychologique-là? Parce qu'on ne parle jamais de la tête. On parle énormément de choses, mais on ne parle jamais de nos maladies de tête. Et Dieu seul sait qu'on a beaucoup de traumatismes. Et je me demande, même par exemple au Congo, on a vécu quasiment 11 guerres dont on ne parle pas. Et c'est quand même des générations qui ont grandi dans ça, qui n'ont connu que la violence, qui ne savent transmettre que ça. Mais à aucun moment on prend le temps de nous soigner parce qu'on ne sait pas qu'on est malade, ou du moins on ne veut pas reconnaître qu'on est malade. Et je me dis, comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, qui peut-être avons cette opportunité-là, je veux dire, de prendre conscience, parce qu'il faut dire ce qui est occidental parle de la maladie de la tête. Et je pense que c'est aussi cette chance-là d'avoir cette double culture qui fait qu'aujourd'hui je peux me dire, non, ça c'est parce qu'il y a un trauma. Sinon on va vous dire, bah c'est la vie. Bah, non, mais c'est quand même quelque chose derrière. Et là, c'est vraiment une question générale que je pose à tout le monde, c'est comment est-ce que nous, on peut amener nos parents à prendre conscience de ça, et nous-mêmes parfois aussi. Donc voilà, merci.
pour recontextualiser son propos de manière historique. Elle parle du Congo-Brazzaville, parce que s'il y a des personnes de l'autre Congo qui sont là, vous devez savoir qu'on a... Oui, on n'a pas la même vision de la langue, notamment du lingala, c'est-à-dire qu'au Congo-Brazzaville, la colonisation elle a été française, au Congo-Kinshasa, la colonisation elle a été belge, et donc dans les écoles, ça ne se passe pas de la même manière. Au Congo-Brazzaville, on parle français à l'école. Au Congo d'en face, à Kinshasa, il peut y avoir des écoles en lingala, donc déjà on a une différence. Et au Congo-Brazzaville, le français, ça va vraiment être une langue officielle, ça va vraiment être transmis. Je le sais parce que je suis congolaise quand même de Brazzaville. Et effectivement, on peut avoir plus de difficultés, nous, enfants de la diaspora, à parler la langue. Mais c'est aussi dû à ça, parce que si on a une famille de parents intellectuels, ils ont été à l'école. Moi, ma grand-mère, par exemple, elle était interdite de parler sa langue à l'école. À l'école, il fallait parler français. Si elle parlait une autre langue, pas le lingala, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas que le lingala qui est parlé dans les deux Congos. On a énormément de langues, on a plus d'une centaine de langues. Pas des dialectes, des langues, je tiens à préciser. Donc c'est aussi compliqué. Et donc c'est ça que je voulais contextualiser. Et je voulais contextualiser autre chose. Le problème des langues aussi, c'est parce qu'on est en France, et en France aussi, il y avait plusieurs langues. On a tendance à croire, là, comme tout à l'heure, on a parlé de chacun d'un pays, on a parlé chacun d'une langue. Par exemple, nous, elle parlait du Congo et du lingala. Moi, si à l'heure actuelle, je ne parle pas les langues du Congo, c'est parce que moi, mes parents ne parlent déjà pas les mêmes langues. Ils sont du même pays, comme je disais, hein, on n'est pas pareil. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, même ça se trouve, même ici, vous ne le savez pas. Au Congo, comme je disais, il y a plus d'une centaine de langues, pas des dialectes, des langues. Des langues, c'est-à-dire avec des constructions à part entière, des constructions grammaticales, des conjugaisons, avec des déclinaisons différentes, des temps qui ne sont pas les mêmes. Vraiment des constructions différentes. Et moi, du coup, chez moi, dans mes maisons, partout, mon père qui est là, mon grand-oncle qui est là, tout le monde parlait une langue différente. Ça veut dire que je comprends 5 langues, je comprends énormément d'autres dérivés, parce qu'il y a beaucoup de langues au Congo qui sont des dérivés d'une seule langue. Je ne suis pas capable d'en parler une, parce que si je veux faire une phrase, tout se mélange dans ma tête. Et ça, c'est aussi un paramètre qu'on m'a jamais expliqué. Aujourd'hui, moi, j'avais un gros complexe, hein. Mais moi, je ne sais pas parler lingala. Et puis après, je me suis dit, mais attends, mais ma grand-mère, elle ne parle même pas lingala. Le lingala, c'est vrai, c'est la langue officielle du Congo, parce que c'est la langue qui est le plus parlée. Mais en fait, moi, je ne suis pas des ethnies qui parlent lingala. Ma grand-mère, elle parle une langue qui s'appelle le Nari. Mon père qui est là derrière, il parle lingala, mais il parle aussi une langue qui s'appelle le Monukutuba. Et il parle aussi une autre langue qui s'appelle le Sonti. Et je veux dire, du coup, moi, pourquoi est-ce que moi, je devrais complexer de parler lingala, alors que quand mon papa va parler lingala, c'est quand tu vas parler avec une autre personne, alors que c'est pas forcément ce que j'entendais. Moi, c'était plutôt du Kikongo, du Soundi, du Teke. Et ça, c'est des langues qu'on ne connaît pas, hein, parce que forcément, comme le lingala, c'est la base principale, toutes ces langues-là, on ne les connaît pas. Alors que le Teke, par exemple, je suis désolée pour l'aparté, le Teke, par exemple, c'est... Bonjour à tous, je m'appelle Malinda. Justement, par rapport à cette question, en fait, le truc, c'est que... Moi, en fait, le truc que je me dis personnellement, c'est que, en fait, je trouve que des fois, quand on en parle, on a tendance à dissocier l'homme de la femme. Alors que, preuve du contraire, quand on se met en couple, on est deux. Quand on crée, on est deux. Donc tout ça est assez complémentaire au final. Donc, dans cette question où au final on se dit, bon, quelle doit être la place de l'homme, quelle doit être la place de la femme, je pense qu'il faut aussi arriver à déconstruire cette vision assez, comment dire, cartésienne qu'on a, qui est de se dire c'est d'un côté ou de l'autre, ou etc. Il faut arriver à se dire, je pense, comment est-ce qu'on va arriver à combiner les deux pour réussir à, comment dire, transmettre quelque chose. Parce qu'au final, bon, j'ai l'impression que la question de l'homme et la femme, elle a tendance à se dissocier, alors qu'elle doit être complémentaire dans cet accompagnement. Moi, personnellement, je sais que j'ai été éduqué en France, j'ai eu cette éducation, et je trouve qu'elle est un peu plus poussée vers le paternalisme. Donc, ma solution à moi, pour arriver à un juste milieu, ça a été de me dire, bon, je vais essayer de comprendre mon histoire, comprendre comment ces sociétés ont été créées, quel a été le modèle qui a été créé, afin de pouvoir trouver des solutions, en fait, et pour déconstruire certaines choses que j'ai appris, en fait, toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est justement dans le maternalisme que j'ai pu, en tout cas, personnellement, trouver certaines solutions où me dire, bon, ben, je sais que là, personnellement, ben, inconsciemment, je fais certains choix, mais ils sont poussés vers le paternalisme parce que, ben, personnellement, j'ai été éduqué dans ça. Et justement, le fait de connaître l'histoire, ben, personnellement, ça m'a permis de déconstruire et de reconstruire quelque chose, enfin, je l'espère, putain, mais je pense que le fait justement de connaître son histoire, le fait d'apprendre des choses,
permet de déconstruire et ensuite de reconstruire quelque chose d'encore plus beau et d'éviter justement cette séparation de l'homme et la femme, parce qu'au final, on est deux, quoi. Enfin, en vrai, voilà, faut pas chercher à se battre. Même si on sait que dans la société qu'on est, honnêtement, voilà, on ne va pas se mentir, c'est quand même une société assez patriarcale. Donc il faut qu'on fasse aussi un travail les hommes pour essayer de rétablir en tout cas l'équilibre qu'on a. Voilà, merci. Alors c'est Sarkozy il n'y a pas très longtemps encore, à Dakar, à l'UCAD. Il a dit, les Africaines, tout le monde le sait, je pense, ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Ne sont pas tout à fait entrés dans l'histoire. Et moi j'ai traduit ça, ça veut dire que l'Africain a encore un pied dans la préhistoire. Hein? Et donc l'histoire c'est un domaine essentiel sur lequel on a donné un sacré coup sur la tête à l'Africain. Le deuxième point c'est la spiritualité. Et là, lorsqu'on veut être pas trop méchant avec l'Africain, on va dire il est polythéiste. Il ne connaît pas le monothéisme. Et puis si on veut faire plus fort, on va dire ces religions sont sataniques, comme le vaudou, c'est la sorcellerie. Et sur ces deux terrains, eh bien, moi je dis, on nous a complètement assommés. Et voilà pourquoi, nous les parents, eh bien, on doit savoir que ce qu'on a intégré, ce qu'on a mémorisé, c'est loin de ce qu'est l'Afrique. Alors, problème, je dis, au niveau des parents, qui depuis longtemps ne savent plus. De là, moi, je pense à ce qu'on appelle les intellectuels. Tout à l'heure, tu as dit les livres, donc c'est les intellectuels, on peut dire les écrivains, les auteurs qui les produisent. Eh bien, là encore, je vois un gros problème au niveau des auteurs, des intellectuels. Ce qui risque de faire beaucoup, parce qu'on va dire, mais si ce n'est pas les parents, si ce n'est pas les intellectuels, c'est qui? Alors, les intellectuels aussi posent problème, mais avec eux, on peut arranger les choses, parce qu'ils savent beaucoup. Si on les appelle intellectuels, c'est parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à se former sur les derniers développements de l'histoire de la science, et donc, on peut arriver à rectifier le tir si, à leur niveau aussi, il y a un problème. Le problème que je vois au niveau des intellectuels, et je veux même dire plus, parce que les gens qui sont ici, pour une bonne partie d'entre eux, ils ont lu celui qui est mon professeur de référence et que j'ai déjà cité, c'est-à-dire Cheikh Anta Diop, qui pour moi révolutionne totalement, on va dire, l'image de l'Afrique. Depuis Cheikh Anta Diop, on est en mesure d'avoir une image complètement positive de l'Afrique. Avant lui, c'était difficile. Alors, les intellectuels qui ont lu Cheikh Anta Diop, qui ont lu Garvey, qui ont lu Nkrumah, Du Bois, etc., Césaire, on peut même dire, bon, non, j'ai pas envie de le dire. Je vais même dire qui je ne veux pas dire, Senghor. Je ne veux pas dire Senghor. Je vais dire Damas. Alors, comment dire, ceux qui ont lu tous nos grands penseurs, et on pourrait dire aussi nos grandes penseuses, hein, eh bien, la plupart d'entre eux ne s'adressent pas à tout le peuple africain. Ils s'adressent qu'à une élite. Dans le sillage du Cheikh Anta Diop, selon eux, ils ne s'adressent qu'à une élite universitaire. Et si on va dans nos grandes librairies parisiennes, africaines, Présence africaine, Taméry, la librairie Taméry, c'est Matawi, eh bien, au moins 99% des livres s'adressent à une élite universitaire. Autrement dit, il n'y a rien pour les masses africaines, c'est-à-dire l'écrasante majorité de la population. Donc, pour faire court, voilà le problème. Au niveau des intellectuels africains, qui
qui savent mettre beaucoup plus sur l'Afrique, eh bien moi, je dis très simplement, tant que nous allons ignorer l'écrasante majorité de la population, et plus encore, les tout-petits qui sont l'avenir, quelqu'un m'a redonné le mot, la mémoire vive, voilà, c'est ton prénom. Kumba, c'est Kumba qui m'a donné le mot. On va oublier la mémoire vive, c'est eux, c'est pas nous. Nous, on n'a pas commencé avec Cheikh Anta Diop, on a commencé avec Zambla, avec Tarzan, et c'est qu'à 20 ans, par hasard, 30 ans pour moi, 50 ans pour d'autres, qu'on découvre Cheikh Anta Diop. Donc nous, on est sclérosés de l'esprit, on ne peut pas tout enlever. Par conséquent, les enfants, eh bien, pour eux, Reine des Neiges ou Cheikh Anta Diop présenté sur le monde, on va dire Reine des Neiges, l'excellence, eh bien, c'est du pareil au même. Donc c'est eux l'avenir, c'est pas nous. Merci.